Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une diversion. L'émission diversion m'a pas mal été demandée dans les commentaires et je dois avouer que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit donc d'une émission de magie dans laquelle 6 magiciens enchaînent les numéros, parfois solo, parfois en groupe, devant des invités et un public. Il y a eu 4 émissions en 2 ans et pour l'instant je n'ai regardé que la plus récente, celle du 8 février 2019. Et il y a déjà pas mal de choses à dire. Dans cette vidéo, je vais toutefois me concentrer sur 3 tours qui potentiellement utilisent des complices. Des vidéos de magie, j'en ai vu plein. Et parmi tout ce que j'ai vu, j'ai vraiment l'impression que la complicité est très rare. Je dirais même que je n'ai vu qu'un seul contexte dans lequel les magiciens utilisent des complices. Les émissions dédiées à la magie. Je vous mets des liens vers des numéros issus d'émissions de magie qui ont de très fortes probabilités d'utiliser des complices. D'abord, un numéro de Luc Langevin dans lequel il choisit une personne au hasard et finit téléporté à sa place, avec ses fringues et tout. Impossible que le mec soit pas complice. Je vous mets aussi un lien vers une vidéo qui explique que, en plus du complice, le montage est aussi utilisé pour tricher. Vous pourrez vous faire une opinion là-dessus. Et comme deuxième exemple, une vidéo de Kamel le magicien, dans laquelle il fait apparaître une voiture dans un espace complètement fermé, entouré par une chaîne humaine de spectateurs. Vu les conditions du tour, il faut forcément que la voiture rentre dans le périmètre à un moment donné, donc il est plus que probable que tous les spectateurs soient dans le coup. Je vous mets un lien vers une vidéo qui explique comment ce tour est réalisé et qui confirme l'utilisation de complices. Ces exemples sont donc des exceptions, des cas particuliers. Sinon, la plupart du temps, la complicité c'est l'argument qu'on utilise quand on trouve pas la vraie explication. Et j'ai retrouvé ta carte. Ouais, bah, de toute façon, je suis sûr que t'as utilisé un complice. Y a que toi et moi là. Bâtard, t'as fait de moi ton complice sans que je m'en rende compte. En ce qui me concerne, je suis pas vraiment fan de la complicité. Quand un magicien fait un tour devant toi, tu sais qu'il te met dans le bateau, c'est normal. Mais quand un spectateur fait semblant d'être surpris et tout alors qu'il est dans le coup, je trouve ça nul. Je vois pas l'intérêt de faire semblant d'avoir une réaction. Enfin bref, voici 3 tours de diversion avec une forte probabilité de complicité. Voici Caroline Marx, artiste pluridisciplinaire, qui nous présente un tour de cartes. Elle lance un dé dans le public pour désigner des personnes au hasard. Rouge. Le rouge. Alexandre a donc choisi la couleur rouge. Chaque personne donne son prénom, ensuite la première va choisir une couleur, elle va choisir rouge, la deuxième va choisir entre cœur et carreau, elle va prendre carreau, la troisième va choisir une valeur, elle va choisir 7, et la quatrième personne va choisir un nombre entre 1 et 52, elle va prendre 12. Franck, merci beaucoup d'avoir surveillé le jeu, et vous allez venir me rejoindre s'il vous plaît. Caroline va compter 12 cartes dans le jeu, et boum, on tombe sur un dos de couleurs différentes. 11. Wow. Ah bah déjà. La carte n'est pas le set de carreaux choisi par le public, mais sur les bords, on peut lire les noms des spectateurs et leur choix. Francis va dire carreau, Vincenzo dira 7. Et pour finir, tout le jeu est constitué de sets de carreaux. On a les prénoms des gens écrits sur les bords de la carte. Des gens choisis au hasard par un lancer de dés. Pour moi, il n'y a que 2 solutions possibles. La première, les 4 personnes sont des complices et le lancer de dés a été répété. Je sais bien que Caroline lance le dé en arrière, mais en répétant les lancers, c'est tout à fait faisable. J'ai vraiment du mal à admettre cette hypothèse de la complicité, mais franchement il y a moyen. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a vraiment qu'un seul jeu de cartes, et Franck Dubosc le surveille pendant tout le tour. La deuxième hypothèse n'utilise pas de complice, et elle est issue en fait du tour original. Si on regarde le générique de l'émission, on a tous les crédits des tours de magie. Ce tour-là, exécuté par Caroline Marx, est en fait le tour Perfect Choice de Mike Caldwell. On peut le trouver sur YouTube, exécuté par un autre magicien, Ken Hartley. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Et dans cette vidéo-là, il est évident que les spectateurs sont choisis au hasard. Ils se balancent un ballon dans tous les sens, impossible de tricher. Seulement, il y a une assistante qui arrive sur scène à un moment donné pour placer un paperboard. Et elle en profite pour faire discrètement un échange de jeux de cartes avec le magicien. Autrement dit, l'assistante était en coulisses, elle a écouté tout ce que les spectateurs disaient, elle a noté toutes les informations sur une carte. Ensuite, elle devait avoir 52 jeux de cartes différents, chacun étant constitué de 52 cartes identiques. Elle a pris le jeu de cartes qui correspondait au choix des spectateurs, elle a mis sa carte avec les prédictions dedans, et ensuite elle est allée sur scène avec le paperboard pour échanger ce jeu de cartes avec le jeu d'origine qui était sur la table depuis le début. Le magicien note les informations sur le paperboard et ensuite il peut passer à la révélation du jeu de cartes. Ça, c'était pour le tour de Caldwell. Mais ici, on n'a qu'un seul jeu de cartes, pas de paperboard, pas d'assistant. Du coup, pour reproduire le tour d'origine sans assistant, il faudrait écrire les informations sur le jeu de cartes à distance. En utilisant un gimmick avec des technologies de malade, c'est possible. On peut tout à fait imaginer qu'il y a un assistant en coulisses avec une tablette qui écrit les informations à la main, et ces informations seraient mises sur les cartes d'une façon ou d'une autre. On pourrait imaginer que toutes les cartes du jeu sont blanches et qu'elles se font imprimer pendant le tour, mais là, je vois vraiment pas où cacher le dispositif d'impression, donc ça me paraît peu probable. On peut aussi imaginer que chaque carte est une sorte d'écran sur lequel on peut afficher tout ce qu'on veut. Mais bon, là encore ça me paraît chaud parce que si on regarde les cartes de près, elles ont vraiment l'air normales, et Franck Dubosc est juste à côté au moment de la révélation.
Conclusion, si le jeu est normal, le tour ne peut fonctionner qu'avec des complices. Si le jeu est truqué, on est sur un gimmick technologique de taré. Vous pouvez donner votre avis là-dessus dans les commentaires, en tout cas, ce sont mes deux hypothèses. Passons maintenant à un tour de Victor Vincent. Normalement j'ai dit que j'en parlerai plus vu que j'ai déjà fait 2 vidéos sur lui, mais là c'est dans le cadre de l'analyse de l'émission, donc ça ne compte pas vraiment. Et puis surtout, je suis sûr à 99% qu'il utilise des complices, hein, donc c'est bon. Alors, Victor Vincent a un atlas. Il fait défiler les pages et demande à Vi Malama de dire stop. Victor lui demande si elle veut s'arrêter là ou continuer. Elle choisit de continuer. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez qu'on arrête ici? Non, continue. On y va. Stop à nouveau, et cette fois on s'arrête pour de bon sur une page de l'atlas. Vi utilise un feutre pour tracer à l'aveugle un cercle sur la page. Oui, je l'appelle Vi parce que c'est plus court et que tout le monde l'appelle comme ça dans l'émission. Les spectateurs, de leur côté, écrivent chacun le nom d'une ville sur une ardoise. Victor montre la ville entourée, il s'agit de Rome. Nous sommes ici en Italie. Nous sommes sur la ville de Rome. Et là, boum, tous les spectateurs ont écrit Rome. Incroyable. Alors, je suis désolé, mais c'est simplement trop gros. Attention, le tour est génial, hein. Pour les invités, ça a dû être une expérience très impressionnante. Mais du point de vue du téléspectateur, je trouve que ça l'est beaucoup moins. Commençons par le forçage de la page, car oui, la ville de Rome est un choix forcé. Cet atlas comprend plus de 14 500 noms de lieux. On aurait pu tomber sur la ville de Höfn en Islande, ou en plein milieu de l'océan, mais non, on est tombé sur une capitale européenne que tout le monde connaît. C'est quand même bien foutu. La première fois que Victor s'arrête, on peut voir le haut de la page choisie. Et quand on regarde la page de l'Italie, la correspondance me semble assez évidente. Ça veut dire que dès le premier choix, on est sur la page de l'Italie. Cette page doit être marquée pour pouvoir l'atteindre facilement et uniquement au toucher. Mon hypothèse, pour forcer la page d'un livre, c'est l'utilisation de pages de tailles différentes, comme sur ce schéma. Dès que le pouce sent une différence de taille, on arrête de faire défiler les pages, et le tour est joué. Le truc maintenant, c'est que quand Victor demande à Vi si elle veut continuer à faire défiler les pages, elle dit oui. S'il allait vraiment plus loin, on quitterait la page de l'Italie et le tour serait foutu. Alors, quelle ruse utilise Victor pour tomber à nouveau sur l'Italie? C'est simple, au lieu de continuer à partir de là où il reprend du début, comme on peut le voir sur cet extrait. Non, continue. On y va. Stop. Ici? Et personne ne semble le remarquer, c'est ouf, non? Des trucs ont lieu sous notre nez, à la vue de tous, et on s'en rend pas compte. C'est un des aspects les plus amusants de la magie, je trouve. Bref, la page est forcée. Comment forcer la ville de Rome précisément maintenant? J'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous avez vu Vi tracer un cercle au feutre? Ce que vous avez vu, c'est Vi utilisant un feutre sur la page, mais sans que la page soit visible. Personne ne voit cette page avant la révélation finale. Personne ne voit cette page sans le cercle. Et oui, le cercle est tracé depuis le début, et quand Victor demande à Vi d'en dessiner un, il lui donne un feutre qui ne fonctionne pas. Elle a la sensation de tracer, on a tous l'impression qu'elle trace quelque chose, mais en fait non. Entre nous, ce magnifique petit cercle sur la page est trop bien foutu pour avoir été tracé à l'aveuglette par en dessous. Essayez un peu de tenir un feutre comme ça et de tracer un cercle par en dessous, ça devrait donner un truc dans ce genre-là, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui tient le livre. D'ailleurs, quand elle dessine, Vi dit « C'est bon? C'est pas très long. Et quand elle regarde son soi-disant cercle, je pense qu'elle se rend compte que ça peut pas être le sien. Bien, on sait que Rome a été forcé. Du coup, quand tous les spectateurs écrivent Rome sur leur ardoise, je suis désolé, mais ils ont forcément été briefés. Tous les spectateurs, sans exception, sont complices. Je trouve ça un peu dommage, surtout que ça rend l'effet trop gros, quoi. Et au niveau des réactions du public, il y a beaucoup de sourires pendant qu'ils sont en train d'écrire. Et au niveau de la révélation, tout est normal pour eux. Il n'y en a pas un qui s'étonne que tout le monde a mis le même nom de ville. Moi, à leur place, je serais là en train de regarder de tous les côtés et de pas en croire à mes yeux. Mais eux, non, dans l'ensemble, ils ont plutôt l'air satisfaits d'avoir participé à un truc cool. Je pense que ce tour aurait été mieux s'il avait été plus crédible et plus minimaliste, je dirais. Passons au dernier tour de cette vidéo, un tour original de Matthew Stepson, un magicien qui a fait notamment La France a un incroyable talent et Belgium's Got Talent. Alors d'abord, Tarek Boudali tire des fléchettes, le but est d'en mettre 2 dans le cadre. Ensuite, un dé est lancé dans le public afin de choisir des spectateurs au hasard qui vont chacun donner un nombre pour composer un numéro de téléphone. Cette fois-ci, c'est un invité qui fait le premier lancer. Il n'y a donc pas de complicité possible avec les spectateurs. Vous allez voir que dans ce tour, la complicité vient d'ailleurs. Une fois le numéro de téléphone choisi au hasard, Mathieu le compose et appelle. Mathieu et Arthur demandent à la personne où elle habite, donc en Charente, et lui demandent aussi sa date de naissance, le 9 novembre. Et donc. Attends, c'est la télé, c'est un mec. Et là, surprise, sous la cible de fléchette se trouve un calendrier et la première flèche a atterri sur le 9 novembre. Je sais pas si on peut faire un gros plan. Sous le calendrier, une carte de la France et la deuxième flèche a atterri en Charente. Département Charente.
2 informations choisies au hasard par des lancers de fléchettes, et elles seraient toutes les deux liées à une personne appelée au hasard. Le complice de ce tour, c'est la personne au bout du fil. Ce complice doit d'abord obtenir les infos des fléchettes, la date et le département. Pour ça, rien de trop compliqué, il peut y avoir plusieurs solutions. Pour moi, le plus simple, c'est de regarder les écrans, par exemple en régie, et de regarder où sont situées les fléchettes dans le cadre. Le cadre, le calendrier et la carte de France doivent être parfaitement alignés. Donc si le complice a avec lui des images de ce genre-là, il peut les comparer avec ce qu'il voit sur le plateau télé, et en déduire la position précise des fléchettes. Il y a peut-être même une caméra qui a été placée exprès pour le complice et qui zoome vraiment beaucoup sur le cadre. Il reste ensuite le numéro de téléphone. Il est bel et bien choisi au hasard, mais au moment de passer le coup de fil, finalement on voit juste un écran avec le numéro de téléphone écrit dessus. Je pense que cet affichage n'est qu'un leurre, une sorte d'application qui permettrait de faire croire qu'on appelle un numéro de téléphone alors qu'on en appelle un autre. En tout cas, c'est plutôt malin. Il y a plusieurs autres indices, disons plus nuancés, qui permettent de deviner que la personne au bout du fil est un complice. Bon déjà, la personne décroche et reste en ligne, ça c'était pas forcément gagné. Ensuite, les phrases clichés. C'est une blague. Et donc, Attends, c'est la télé, c'est un mec. Enfin voilà, le tour est génial en termes de créativité et d'effets, c'est juste l'utilisation du complice que je trouve un petit peu dommage. Matthew Stepson est un magicien plutôt cool, il a fait pas mal de trucs que vous pouvez voir sur YouTube. Bon, cette longue vidéo s'arrête là. Comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialement fan de l'utilisation des complices en magie. Maintenant, chacun a son opinion, libre à vous d'en parler dans les commentaires. Diversion est une émission sur laquelle il y a pas mal de choses à dire. On a abordé un aspect aujourd'hui, mais j'ai pas fini d'en parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager parce que moi ça m'aide beaucoup. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez faire plein de trucs en fait. Et moi je vous dis à plus.